Et pour parler de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau François Eycal. Bonjour François. Bonjour. Fondateur du site fipeco.fr. Face à vous, Ryan Nézard, professeur à Sciences Po. Bonjour Ryan. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Et Nathalie Janson qui devrait nous rejoindre d'une minute à l'autre, qui doit être prise dans les bouchons. On l'attend. Allez, je voulais qu'on commence par ce débat. Ce matin, c'est la course au c'est pas ma faute, en quelque sorte. L'État dit que c'était aux communes de gérer les écoles primaires, aux départements de gérer les écoles, aux régions de gérer les lycées, les hôpitaux sous tension. C'est pareil, ça reste très compliqué. Tout le monde se renvoie la responsabilité, mais j'ai posé une question simple. Qui n'a pas fait son travail? La semaine dernière, ça a été dantesque quand même. Ça fait 20 ans, plus de 20 ans qu'on nous parle de réchauffement climatique et on se rend compte que le roi est nu. 7% des établissements scolaires, Ryan Nézard. Vous avez travaillé en cabinet à l'Éducation nationale il y a 2 ans? 3 ans, oui. 3 ans. Est-ce qu'on parlait déjà canicule à l'époque? Il me semble qu'il y en avait. Oui, et puis à vrai dire, c'était un des premiers dossiers dont j'ai eu à connaître. Et c'est vrai qu'il y a un défaut de planification. Donc la responsabilité, elle est collective pour moi sur ces sujets. Globalement, notre pays, si on devait résumer, est plutôt exemplaire avec l'Union européenne en matière d'atténuation du changement climatique, lutte contre mais le réchauffement climatique. en retard sur l'adaptation à ce changement. Ah oui. Et d'ailleurs, il a fallu attendre l'an dernier pour avoir enfin un plan global d'adaptation au changement. Le PNAC, le fameux PNAC. On a beaucoup d'acronymes. Vous épargnez l'acronyme, mais la technostructure. vous dites le PNAC avec 2 A. Mais en tout cas, c'est un plan qui visait à se dire comment on s'organise si en 2100, il y a 4 degrés de plus en France par rapport à 1990. Pour moi, il y a 2 points qui sont importants. Le premier, c'est que les moyens sont là. C'est pas vrai qu'on manque d'investissement public. On est aujourd'hui, si on regarde les grands pays de la zone euro, le premier grand pays de la zone euro en termes de dépenses d'investissement public. C'est 2 points de plus que l'Espagne et les Pays-Bas, 1 point de plus que l'Allemagne. Donc pour moi, la question pour un résultat incroyable. Pardon, j'y viens. Pour moi, la question n'est pas de savoir s'il faut en mettre plus ou moins. La question est de savoir comment on dépense cet argent. Et en l'occurrence, il est mal utilisé et sans doute pas assez d'investissements entre guillemets verts et trop d'investissements qui sont peut-être moins utiles au pays. Je vais vous donner peut-être 3 exemples de projets qui pour moi illustrent cette responsabilité collective. Premier exemple, c'est le fameux exemple de la gare de Nantes. Oui. Vous l'avez vu, inauguré en 2020. Cité abondamment sur ce plateau la semaine dernière. Pardon pour la redite, mais 3 années de travaux, 132 millions d'euros d'argent public. C'est pour ça que je disais qu'on manque pas de moyens. La question, c'est de savoir comment on les utilise. Et qui aujourd'hui est un dôme de chaleur. Il fait 3 degrés de plus dans la gare par rapport à l'extérieur de la gare. Deuxième exemple, l'hôpital de Saint-Lô, qui a été rénové au moment du Ségur de la Santé. Mais à l'époque, certains ont jugé qu'il n'était pas utile de prévoir la climatisation parce que, je cite les réactions de l'époque et des débats qui ont pu avoir lieu, y compris au sein de l'État ou entre l'État et les collectivités, parce que, je cite, les canicules sont rares. Troisième exemple, la place de la République à Paris. Réaménagée il y a plus de 10 ans, en 2014, ça a coûté 24 millions d'euros que du béton. Il y a moins de végétalisation après qu'avant les travaux. Voilà 3 exemples qui illustrent la manière dont on utilise mal l'argent public en France. Donc pour moi, la responsabilité, elle est collective. L'État doit planifier et prioriser. Les collectivités et les opérateurs doivent faire les bons choix lorsqu'ils sélectionnent des projets. On pourra revenir sur l'exemple des écoles, mais pour moi, c'est l'exemple typique qui relève moins d'un manque d'argent public que d'un mauvais usage de cet argent public. Bon, voilà, ce que nous dit Ryan, François Eycal, c'est qu'il y a de l'argent et on fait n'importe quoi avec. C'est ce qui nourrit un peu le site de Fipeco assez régulièrement, d'ailleurs, le gaspillage d'argent public. Mais je suis tout à fait d'accord. Les responsables, qui c'est? Ce sont tous les propriétaires de bâtiments publics. Et là, qu'est-ce que c'est? C'est des milliers de maires et de présidents de conseils généraux, départementaux, tous les élus locaux. C'est l'État, c'est les services de l'État, bien sûr, c'est les ministères pour leurs propres bâtiments, etc. C'est les directeurs des agences, comme on dit, de l'État qui ont une certaine autonomie de gestion, qui pourraient, dans le cadre de cette autonomie. Et en effet, les moyens, ils sont là. On les a. Alors après,
aussi, ce que je voudrais dire, c'est que en France, dès qu'il y a une catastrophe, dès qu'il y a le moindre problème, tout le monde finalement se tourne vers l'État en disant voilà, c'est de la faute de l'État, il faut que l'État fasse quelque chose. Et l'État, la seule chose qu'il peut faire, c'est annoncer des normes ou annoncer des dépenses publiques. Et donc, depuis des dizaines et des dizaines d'années, une des causes principales de notre incapacité à contrôler nos finances publiques, elle est là. C'est que, donc là, la seule chose que l'État peut faire tout d'un coup, c'est dire, je vais faire un grand plan de climatisation, j'annonce des dizaines, des centaines de millions d'euros. Et des dizaines de milliers de clims, on ne sait pas où on va trouver Sébastien Lecornu. On peut toujours les trouver. Comme le disait Ryan, il y a 1700 milliards de dépenses publiques. Le problème, c'est de choisir. Mais on ne sait pas choisir. Le problème, c'est qu'on ne sait pas choisir, ni au niveau de l'État, ni au niveau des collectivités locales. Donc, on veut toujours faire plus, alors qu'en fait, le risque zéro n'existe pas. C'est vrai que l'argument qui consistait à dire les canicules sont rares, il est vrai, et on ne peut pas non plus, on ne fera jamais en sorte qu'il n'y ait aucun mort pendant les canicules. De même qu'on ne peut pas éviter qu'il y ait des morts sur la route. Chaque année, il y a des milliers de morts sur la route. Il y a des milliers de morts à cause du tabac, à cause de l'alcool, sans même parler de la drogue. Le risque zéro n'existe pas, mais tout d'un coup, quand on a une catastrophe comme ça, on dit le risque zéro, ça ne doit pas exister, et donc il faut dépenser. Oui, mais François, ces catastrophes, on les a maintenant à peu près chaque année quand même. Là, on en est à deuxième épisode de canicule. On aurait pu faire mieux. C'est clair. On aurait pu climatiser. Tous les exemples qui viennent d'être donnés, en effet, montrent qu'il y a eu des dysfonctionnements partout, mais les responsabilités sont largement partagées, et il ne faut pas passer à l'extrême inverse, qui consiste à dire on va subventionner des clims dans tous les bâtiments de France. C'est une question de responsabilité individuelle des dirigeants, ou c'est la décentralisation qui a organisé cette désorganisation ? Mais pour moi, c'est pas que un sujet de décentralisation. C'est globalement l'inefficience de notre organisation politique, institutionnelle en France par rapport à d'autres pays. Les canicules, on en a aujourd'hui, on en a de plus en plus. Des événements climatiques extrêmes, comme on dit. Et on va en avoir de plus en plus. Quand même. Pardon de le dire comme ça, mais c'est la bande-annonce, là, ce qu'on est en train de vivre. C'est la bande-annonce du XXIe siècle. Donc, il va falloir que notre pays s'y adapte, continue évidemment à l'échelle des négociations internationales, à l'échelle de ce qu'on peut faire sur l'industrie, sur l'usage de la voiture, les transports, le logement, continue évidemment à atténuer ce réchauffement climatique. Il ne faut pas opposer l'objectif de l'adaptation, notamment ces débats qu'on a eus sur la clim. Non, c'est ça, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire qu'on a tendance à opposer les deux. Mais c'est une très mauvaise idée. Il faut faire évidemment les deux. Ça, c'est un bon exemple de en même temps, si je peux le dire. Oui. Mais donc, mon point, c'est que la responsabilité, je suis complètement d'accord avec François Hécal, elle est collective et chacun peut faire mieux à son échelle. Je vous donne un autre exemple. La ville de Paris. Alors, on a beaucoup parlé de la ville de Paris au moment des municipales la dernière fois, on en parle un peu moins aujourd'hui. Mais quand même, cet exemple, s'agissant des écoles, est très parlant. Il y a 15 ans, à la ville de Paris, 2 fois plus d'investissement pour la rénovation des écoles qu'aujourd'hui. Ah bon ? Où est passé l'argent ? Il n'y a pas moins d'argent sur le budget de la ville de Paris, je vous rassure, elle dépense toujours autant. Mais l'argent est utilisé aujourd'hui pour racheter des appartements privés et les transformer en logement social. Ce qu'on appelle la politique de préemption en matière de logement. Oui. Alors on est pour, on est contre, c'est pas le débat d'aujourd'hui. Non, mais c'est un arbitrage c'est mon point. À l'argent. Un choix a été fait par une majorité qui par ailleurs se dit écologiste à Paris. Mais un choix a été fait qui a été de favoriser la production de logements sociaux. En fait, pas la construction nouvelle, mais le fait de repeindre, si je puis dire, des logements privés en logements sociaux, plutôt que de rénover des écoles. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 300 écoles à Paris qui ont un besoin urgent de rénovation. 300 écoles. Et pas qu'en matière climatique, d'ailleurs, y compris avec des sujets de sécurité. Et ça, c'est un choix qui a été fait. Deuxième exemple de choix qui a été fait. Je vous parlais du Ségur de la santé. En 2020, Jean Castex est Premier ministre, met 19 milliards d'euros sur la table pour investir dans les hôpitaux. Alors, tout à coup, on se dit, enfin, on va pouvoir rattraper le retard qui a été accumulé. On se demande un peu où est passé cet argent aujourd'hui. Je vais vous dire, il y a eu 3000 projets qui ont été financés. Moi, j'étais à l'époque au ministère des Finances, j'étais entre guillemets de l'autre côté de la table, plutôt du côté de ceux qui essayaient. C'est difficile. Non pas de serrer la vis, mais au moins de tenir les comptes. Et à l'époque, on avait une doctrine qui était de dire, bon, il faut peut-être moins de projets,
mieux sélectionnés, de meilleure qualité, et en mettant le paquet sur ces projets-là. C'est pas la peine d'aller disperser, d'aller saupoudrer l'argent public. In fine, le choix a été fait de faire 3000 projets, et avec les exemples que je vous citais, des projets inaboutis au plan de l'adaptation au changement climatique. Et je ne parle pas du fait qu'en matière même sanitaire, certains projets n'étaient pas tout à fait pertinents. Donc c'est des choix collectifs, mais la bonne nouvelle, c'est que comme on a fait de mauvais choix par le passé, on peut faire de meilleurs choix à l'avenir aussi. Oui, alors ça, c'est une version extrêmement optimiste que je salue, et je me tourne vers vous, cher François Heckel, parce que j'ai l'impression de l'avoir entendu, l'efficacité de l'euro dépensé, on l'a entendu 1000 fois. David Dia nous dit, là, n'hésitez pas à réagir sur mon compte X, @legenrat, mais nos dirigeants ne semblent pas connaître la notion de coût d'opportunité. 1 euro est plus efficace dans l'adaptation que dans la lutte contre le réchauffement. Ce dont nous parle Ryan Ezara, c'est un peu ça, c'est quelle est l'efficacité de l'euro dépensé? Où est-ce qu'on va mettre l'argent pour que ce soit efficace? Ça fait 20 ans que j'entends parler de ça, moi, François, et je pense que vous aussi. Alors, c'est vrai qu'il y a un débat entre l'adaptation au changement climatique et l'atténuation du changement climatique qui n'est pas simple. C'est vrai que l'atténuation du changement climatique, ça veut dire prendre des mesures de limitation des émissions de gaz à effet de serre, de sorte que globalement, la planète se réchauffe moins. Sauf que la France n'est qu'un tout petit émetteur de gaz à effet de serre. 1%, on est plutôt bon parce qu'on a une électricité qui est nucléaire, qui est décarbonée, et ce qu'on peut faire n'a pas beaucoup d'effet sur le réchauffement de la planète. Alors qu'en revanche, quand on prend des mesures d'atténuation, ça a un effet direct sur notre bien-être, parce que ça permet en effet d'atténuer les conséquences négatives du réchauffement à travers des canicules, des événements climatiques extrêmes, etc. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire en matière d'atténuation. Nous avons collectivement, en tant que pays riche et développé, une responsabilité collective dans ces émissions de gaz à effet de serre et dans le réchauffement de la planète. Donc, même si notre action propre ne compte pas pour beaucoup dans l'ensemble aujourd'hui, il faut le faire, parce qu'on ne peut pas demander à des pays pauvres en développement de faire des efforts que nous pouvons faire. Donc, c'est une responsabilité morale, en réalité, que nous avons. Il y avait dans le rapport qui fait référence de Jean Pisani et Selma Mahfouz, je crois qu'il parlait d'impératif kantien. C'est-à-dire, on renvoie, c'est quasiment moral. Voilà. Donc, et je pense qu'il faut le faire. En effet, nous avons cette responsabilité devant nos générations. Moi, c'est ça qui m'étonne toujours. Ça n'exclut pas l'autre. Mais c'est vrai que dans certains cas, à certaines époques en France, certains politiques ont mis en avant cette responsabilité en matière d'atténuation pour dire ça doit passer en priorité, et puis l'adaptation au changement climatique, c'est secondaire, il ne faut pas trop en faire parce qu'on risque d'oublier que notre responsabilité en matière d'atténuation. Donc en effet, on a eu ces comportements-là, et malheureusement. Aujourd'hui encore, si Aujourd'hui encore, certains en effet tiennent ce discours. Prenez l'exemple du Parlement européen. Je trouve que c'est très intéressant comme débat, parce que vous avez depuis maintenant un peu moins d'une dizaine d'années des accords commerciaux négociés par la Commission européenne et signés au nom des États, qui prévoient que le respect des accords de Paris de 2016, fameuse COP21, est une condition pour la réciprocité et le libre-échange. Et l'exemple un peu typique, le premier exemple, c'était l'accord de partenariat avec le Japon, signé en 2018 ou 2019, je vous dis ça de mémoire. Et régulièrement au Parlement européen, il y a un débat, parce que le Parlement ne peut pas amender les accords commerciaux, mais il a un droit de veto. Et le Parlement, souvent, vous avez des groupes d'extrême droite qui disent non, mais il faut s'opposer à ces accords. Il ne faut pas ces clauses de réciprocité en matière d'écologie, il ne faut pas les clauses miroirs. Il faut s'opposer à ces accords, et de manière générale, ils ont d'ailleurs un rapport au libre-échange qui est plutôt protectionniste pour ce qui les concerne. Et qui, en même temps, vous disent aujourd'hui, il faut mettre la clim partout. Et donc, il y a une forme de contradiction, c'est-à-dire que, évidemment, il faut des politiques d'adaptation beaucoup plus ambitieuses en France, et on est très en retard sur la clim, mais comme sur d'autres sujets, comme sur la végétalisation. Au fond, on est en retard sur le droit à la fraîcheur de notre société. Ça, c'est vrai. Mais ça n'exclut pas le fait qu'on a une responsabilité, François Heckel le disait, qui est historique dans le réchauffement climatique, qui est liée à notre activité
industrielle depuis le 19e siècle et qu'on doit aussi participer. Qu'on a délocalisé aussi très loin. Y compris aujourd'hui avec l'empreinte qui fait qu'on n'émet pas sur notre sol, mais ce qu'on consomme sur notre sol est produit ailleurs et émet des émissions de gaz à effet de serre ailleurs sur la planète. Et donc aussi dans la politique commerciale des pays européens, c'est normal de tenir compte de cet impératif écologique. Il faut avancer avec les deux et c'est comme ça que notre société pourra enfin peut-être se réveiller et s'élever face à ce défi qu'est le changement climatique. Moi je trouve que ce que ça a montré cette crise la semaine dernière aussi, c'est l'écart béant entre l'inefficacité parfois de l'action publique et l'entreprise qui, elle, tient debout. Et c'est un peu ce que dit Zoé Kipé, là, sur mon compte Twitter, votre interlocuteur qui parle du rôle de l'État. C'est la planification et faire les bons choix et digne des heures les plus sombres de l'histoire de l'URSS. Cher François, c'est pour vous. Oui. Parler liberté et entreprise privée. C'est vrai que c'est un peu ce qu'on a vu la semaine dernière. Alors l'État, il est là pour édicter des normes quand même et pour organiser l'action publique. Évidemment. Mais quand on voit des entreprises comme Pluxee, comme Google qui ouvrent leurs portes ou d'autres qui ouvraient leurs portes à leurs salariés avec des salles dédiées avec la clim et venez, emmenez vos enfants, on va s'en occuper. J'ai trouvé le contraste saisissant, personnellement. Les entreprises ont des objectifs relativement simples. L'objectif d'une entreprise, c'est de faire du bénéfice, des profits. Voilà, pour ses actionnaires. Oh, c'est un peu plus que ça aujourd'hui. Mais pour ça, elle est obligée de tenir compte de ce que veulent ses stakeholders, comme on dit. Ces parties prenantes. Et dans ces parties prenantes, il y a d'abord les clients. Donc il faut satisfaire les clients. Donc oui, les centres commerciaux, ils sont climatisés parce que ça attire les clients. C'est très simple. C'est bon pour les soldes. Pour les commerçants aujourd'hui. Exactement. Comme quoi, c'est un très bon moteur de bien-être général. C'est un moteur de bien-être. Alors que l'État, lui, il a l'intérêt comme objectif l'intérêt général, mais l'intérêt général, c'est multidimensionnel. Ça prend plein de formes, c'est plein d'objectifs différents et éventuellement des objectifs contradictoires. C'est pour ça que la planification, enfin moi je pense que on n'y arrivera jamais, on n'y est jamais arrivé. La planification, c'était simple. À une époque, pendant les 30 Glorieuses, où il s'agissait de faire des poutrelles d'acier de même standard et d'imiter la technologie américaine. C'était très simple, donc on l'a fait pendant un certain nombre d'années, ça a marché. Notre programme nucléaire, dont on dit que c'est une très grande réussite. La réussite de Pierre Messmer, notamment, qu'on cite beaucoup en ce moment. Voilà, on oublie que, en fait, on a acheté la licence américaine de Westinghouse et que les centrales nucléaires françaises, c'est des copies conformes des centrales américaines. Ah oui. Voilà. Exactement. Moi, j'ai entendu un ancien président de l'EDF qui disait, dans chaque boulon d'une centrale nucléaire française, il y a le même boulon dans une centrale américaine. On n'a rien inventé, on a tout copié. Voilà. Donc ça, on s'est fait. Et ça a été très efficace en même temps. Mais aujourd'hui, dans un monde où il faut innover, où il faut s'adapter à l'intelligence artificielle, etc., ça marche beaucoup moins. Voilà. Bon, j'ai une question intéressante de Nolan Rimbaud, et c'est une question que j'ai beaucoup entendue, qui se demande ce qu'on a fait de l'argent de la journée de solidarité qui avait été mise en place après la canicule de 2003. Je le rappelle, 15 000 morts à l'époque. Je veux dire, ça date. Jacques Chirac, sommet de la Terre de Rio en 2002, notre Terre brûle et nous regardons ailleurs. 2003, 15 000 morts. On est en 2026, ça n'a pas avancé. Mais Ryan, qu'est-ce qu'on a fait de l'argent, des recettes de la journée de solidarité ? Ça finance les EHPAD et les aides à domicile, mais ça finance pas spécialement l'adaptation. Donc typiquement, le choix de mettre une climatisation dans un EHPAD, ce qui devrait relever du bon sens, relève en fait des directions. Des directions des EHPAD. Non, mais c'est ça aussi. Soit public ou privé. Et c'est pas, c'est pas l'État. On peut imaginer le Big Brother, mais c'est pas l'État depuis un bureau à Bercy qui va décider de mettre une climatisation dans tel ou tel établissement. Encore une fois, il y a une responsabilité collective, et quand on est dirigeant d'un établissement public ou privé, on prend ses responsabilités. Juste un dernier point sur la planification et le rôle de l'État. Il y a quand même, je vais défendre la puissance publique, il y a quand même un rôle qui doit incomber, alors on dit l'État, ça peut être d'autres acteurs publics, mais qui doit être un rôle collectif, qui est le fait d'adapter les formations et d'adapter le contrôle qualité des entreprises. Par exemple, en matière de rénovation énergétique, vous avez besoin, pour rénover vos bâtiments, publics ou privés, d'avoir des gens qualifiés, des gens formés pour ce faire. Or ça commence dès l'école. Ça commence ensuite dans l'enseignement, qu'il soit professionnel, technologique, supérieur ou autre. Et ensuite, c'est tout au long de la vie avec l'organisation de la formation professionnelle. Vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas une puissance publique. Deuxième exemple,
parlait du contrôle qualité, la certification des entreprises qui font de la rénovation pour s'assurer que vous n'avez pas affaire à des fraudeurs, vous n'avez pas affaire à des gens qui n'ont pas, là encore, les qualifications, la formation. Ça aussi, ça doit relever d'une forme de puissance publique. Alors, on peut déléguer ça à une entreprise privée, mais il faut quand même qu'il y ait une réglementation. Donc, il y a quand même un socle minimal, si je puis dire, qui fait qu'on a besoin, pardon, je me fais l'avocat de la puissance publique, mais on a quand même besoin pour réussir la transition. Il faut zéro État non plus. Oui, simplement, c'est important de le rappeler. Après, l'État ne peut pas tout et ne doit pas tout, et clairement, les entreprises jouent aussi leur rôle.